Backroom? Ouah, ça faisait pas peur. Non même, avec tout le respect, t'es passé à côté du film. Ce film était vraiment très attendu. Sauf qui divise. Beaucoup ont aimé la proposition et d'autres sont déçus. Car déjà, le film n'exploiterait pas assez le lore des Backrooms, et aussi car ça ne ferait pas peur. Alors que c'est censé être un film d'horreur. Mais est-ce que vous êtes au courant que le but d'un film d'horreur n'est pas forcément de faire peur? Parce que ce film, Backrooms, apporte quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un film d'horreur classique avec une compilation de clichés. Non, c'est un film qui se rapproche beaucoup plus de l'essence des Backrooms, le malaise. Je dirais même qu'il fait l'exact inverse de beaucoup de films d'horreur, et c'est pour ça qu'il est aussi intéressant. Voire carrément qu'il est le sauveur des Backrooms. Dans cette vidéo, on va parler d'atmosphère, d'esthétique, de mise en scène, de la psychologie des personnages du film, mais également de ce que représentent vraiment les Backrooms dans ce film. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous révéler ce que vous n'avez pas compris dans le film Backrooms. Mais d'abord, c'est quoi les Backrooms? Eh bien, c'est un univers horrifique qui s'est beaucoup propagé sur internet. Le concept est simple, il y a un lieu appelé les Backrooms et qui s'apparente à un bureau vide gigantesque, représenté la plupart du temps avec cette image. Mais de façon aléatoire, des gens peuvent tomber dans cette réalité et y rester bloqués. En apparence, il n'y a personne, mais si vous entendez quelque chose, que Dieu vous protège car elle vous a entendu aussi. Avec le temps, le lore des Backrooms s'est étoffé, avec des étages qui se sont ajoutés, et des entités qui hantent cet endroit ont été décrites avec de plus en plus de détails. Au point où parfois, on perdait un petit peu la base des Backrooms. Le fait de rajouter des trucs encore et encore, ça faisait qu'il y avait plus beaucoup de mystère, et que les Backrooms devenaient juste une sorte de compilation de tous les styles d'horreur qui marchent sans vraiment de cohérence. Feldop l'avait très bien expliqué dans cette vidéo si ça vous intéresse. Il disait même que c'était en train de tuer les Backrooms. Mais l'auteur qui avait vraiment permis de faire connaître les Backrooms se nomme Ken Pixel, ou Ken Person de son vrai nom. Grâce à sa série The Backrooms qui a eu un grand succès, et en 2026 avec ce film Backrooms par A24. Un studio très apprécié à Hollywood car il finance beaucoup de projets plus niches et souvent d'une certaine qualité. C'est d'ailleurs le film A24 qui a le mieux marché, avec plus de 200 millions de recettes au box-office au moment où je vous parle, pour un budget de seulement 10 millions. Et c'est quand même impressionnant pour un réalisateur qui a 21 ans et qui a commencé en totale indépendance. Mais comme dit précédemment, il divise. Sauf que, pourquoi je vous ai dit qu'un film d'horreur n'avait pas forcément pour but de faire peur? Eh bien parce que l'horreur, c'est un genre, la peur, une émotion. Et ce n'est pas la seule que l'horreur peut nous faire ressentir. L'horreur peut aussi créer du malaise, de la tension, de l'incertitude, à travers son esthétique ou son atmosphère. Et face à ça, on peut ressentir de la peur. Mais ce n'est pas obligatoire. Noel Carroll, un philosophe et théoricien américain, soutient par exemple dans son livre The Philosophy of Horror que l'intérêt principal du spectateur n'est pas forcément d'avoir peur, mais plutôt d'éprouver de la curiosité face à quelque chose de monstrueux ou d'anormal. Bref, l'horreur c'est bien plus large et riche que simplement ça fait peur. Et l'une des preuves de ça, eh bien c'est justement les Backrooms, qui abordent une esthétique et une atmosphère qui sortent de l'horreur classique. Les Backrooms viennent en fait de l'esthétique liminale. Alors vous savez peut-être déjà ce que c'est, mais c'est une esthétique née sur internet qui, pour faire simple, représente des lieux qui semblent avoir perdu leur fonction habituelle, ou qui paraît figés entre deux réalités, mais qui peuvent être aussi des environnements familiers, anormalement vides et légèrement déformés. Ce qui crée un sentiment très particulier qu'on retrouve à la perfection dans ce film. Dans cette version, on accède au backroom en passant à travers le mur d'un magasin de meubles. Et l'environnement dans lequel on va se retrouver est en fait la continuité du magasin, mais comme dit précédemment, en légèrement déformé. Et ces distorsions font que cet environnement n'a plus vraiment de sens. Ce qui permet de créer une atmosphère très mystérieuse, perturbante, malaisante. Mais on ressent aussi de la curiosité, voire de l'émerveillement. Et c'est vraiment ça que cherche à transmettre l'esthétique liminale. C'est le même style d'horreur que Shining par exemple, l'un des films d'horreur les plus cultes de tous les temps. Et dans ce film, ce qui crée du malaise, c'est principalement l'environnement et la mise en scène. En fait, la règle d'or, c'est que l'être humain n'aime pas l'inconnu. Il peut en avoir peur ou en être perturbé. Et un film d'horreur classique exploiterait sûrement ça en mettant en scène un monstre dans l'ombre qu'on aperçoit à peine, pour créer du mystère ainsi que souvent un sentiment de peur, alors que Shining et Backrooms font l'inverse. Ils montrent le plus possible leur environnement pour qu'on puisse mieux saisir leurs aspects les plus mystérieux. Et c'est vraiment malin d'avoir fait des Backrooms une continuité du vrai monde, parce qu'on comprend ainsi visuellement que les Backrooms, c'est la réalité mais déformée. Vu qu'on a des éléments qui ont été introduits dans le vrai monde qu'on retrouve ensuite dans les Backrooms, et dans l'autre sens, le vrai monde garde aussi une esthétique liminale. La photographie est aussi uniformisée pour les deux mondes, et elle exploite d'ailleurs à la perfection la règle des 16-30-10, qui permet d'avoir un équilibre dans les couleurs et donner une très belle image. En gros, 60% de l'image c'est une couleur, 30% une autre, et les 10% qui restent c'est
généralement la couleur qui capte l'attention. On retrouve beaucoup ça dans les films de Wes Anderson par exemple. Mais donc, comme élément distordu qu'on va retrouver dans ces backrooms, on a par exemple des portes qui sont trop petites pour des êtres humains, des trous très symétriques mais qui servent à rien, et également des êtres humains qui ont par exemple plusieurs yeux ou qui fusionnent avec des objets, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans la série de Ken Pixel, on a donc de l'inédit à ce niveau-là. Il y a aussi toute une pièce qui a une ambiance qui fait penser à Noël mais qui est en même temps un peu macabre, il y a un contraste entre l'enfantin et l'horrifique, qu'on retrouve beaucoup sur internet, et c'est tout ça le cœur des backrooms, le malaise et le mystère. Même si c'est pas l'intérêt principal du film, il y a quand même des scènes qui font peur, faut s'avouer. Principalement durant les séquences qui sont en vue subjective où les personnages tiennent en fait la caméra pour documenter les backrooms, et la caméra a un rendu d'image qui fait penser à de la VHS, ça vient en fait de la série de Ken Pixel qui se basait beaucoup là-dessus. Ce qui permet d'apporter un aspect beaucoup plus réaliste et vraiment d'immerger le spectateur dans la scène. Et il y a des idées intéressantes en rapport avec ça. Il y a par exemple une scène où le personnage principal va poser la caméra, puis une entité va la prendre. Donc on sait qu'il y a quelque chose qui est potentiellement dangereux, mais on ne le voit pas. Et ça effectivement, c'est de l'horreur beaucoup plus classique. On en montre peu pour créer de l'inconnu et mettre le spectateur dans l'attente de la révélation de la créature. Dans le même style, il y a également une scène où un personnage interagit avec ce qui semble être une entité, sauf qu'il y a une vraie entité qui sort de l'ombre dans l'arrière-plan, et là c'est également le fait qu'il y a un élément inconnu qui arrive brusquement qui crée de la peur. Après, vers la fin, en gros, il y a une course-poursuite entre un des personnages et une entité, et là ce qu'on ressent, c'est plus de la tension. Parce que là, il y a plus de mystère, on voit vraiment l'entité. Et c'est plus de savoir s'il y a un danger ou non qui crée de l'attente, mais est-ce qu'il va atteindre le personnage. Mais bon, maintenant je pense que vous avez compris pourquoi Backroom nous propose une horreur vraiment intéressante et qui sort du lot. Mais surtout, qui revient à la base des backrooms. Et c'est pour ça qu'on pourrait le considérer comme le sauveur des backrooms. En se cantonnant à ça, sans partir dans tous les délires qu'on a rajoutés aux backrooms avec le temps, eh bien ça lui permet de vraiment prendre son temps pour exploiter ce qui faisait leur essence. Mais si l'intérêt de ce film s'arrêtait à refaire le concept d'origine des backrooms, ce serait équivalent à l'aveu d'échec de Marvel qui ramène tous les anciens personnages et acteurs parce que la nouvelle formule ne marche plus autant qu'avant. Sauf que Backrooms apporte quelque chose qu'on avait très peu dans la série de Ken Pixel. Vraiment s'intéresser à la psychologie des personnages bloqués dans ce monde. Et c'est là qu'on va enfin parler de ce que représentent vraiment les backrooms dans ce film. Le film nous parle de Clark, un raté en gros qui a subi un divorce et qui est seul maintenant. Sa psy, le docteur Mary, a elle aussi subi un traumatisme, sa mère était folle, mais garde tout de même un souvenir de cet épisode de sa vie, représenté par une empreinte de main prise dans du ciment. Tant qu'au backroom, les personnages les décrivent à un moment comme des souvenirs distordus du vrai monde. Et si les backrooms n'étaient pas une représentation de l'esprit humain, et plus précisément de celui de Clark. Je vous explique. Au début du film, Mary dit à Clark que son esprit est rempli d'impasses, et qu'il faut trouver le bon chemin pour s'en sortir. Comme quelqu'un bloqué dans les backrooms finalement. Notre esprit est un labyrinthe gigantesque qui regorge de souvenirs distordus. C'est pour ça qu'avoir uniformisé l'esthétique des backrooms et du vrai monde est aussi assez malin à ce niveau-là. Parce qu'on ne sort jamais de notre esprit, on trouve juste des endroits qui nous satisfait plus que d'autres. Sauf que Clark refuse d'évoluer, et dit qu'il est à sa place dans les backrooms, ce qui symbolise le fait qu'il préfère rester bloqué dans ses impasses plutôt que de trouver une sortie, afin de ne pas se remettre en question. Et il est puni pour cela, en se faisant manger par une entité le représentant. C'est une métaphore, son refus d'avancer l'amène à s'autodétruire. Alors que Mary, elle, fait l'inverse. Ce qu'on comprend avec la scène où elle utilise l'empreinte de main citée plus tôt pour frapper l'entité qui représente Clark, elle préfère donc aller de l'avant et laisser tomber cette représentation du passé plutôt que d'en mourir comme Clark. Bon, dit comme ça a l'air pas mal, le film s'intéresse vraiment à la psychologie de ses personnages, mais dans l'exécution, la narration est un peu lourde. En fait, à un moment, le film nous explique toute la psychologie de Mark à travers un monologue. Sauf qu'il n'était pas nécessaire. Le film arrivait à être clair là-dessus sans. Mary est un bon exemple que le film n'a pas besoin de faire ça, car elle n'a pas le droit à un monologue, et pourtant sa psychologie et son traumatisme est évident. Et puis l'évolution de Mark qui dit qu'il veut rester dans les backrooms, thématiquement elle est cohérente, même elle est quand même très abrupte. C'est pour ça que par exemple de ce point de vue-là, Exit 8, un autre film qui utilise l'esthétique liminale pour parler de la psychologie de ses personnages, fait mieux. On comprend beaucoup grâce au visuel, le film a en fait assez peu de dialogue. Et ce procédé permet même de mieux saisir les personnages, parce qu'une image sera toujours plus impactante qu'un monologue. C'est même tout l'intérêt des images, transmettre ce que les mots ne peuvent pas dire. Et puis aussi, ça réduit les possibilités d'interprétation, alors que ça aurait été beaucoup plus intéressant de laisser le spectateur comprendre par lui-même plutôt que de le guider. Après, le film ne cherche tout de même pas à résoudre tout, à répondre à toutes les questions, et ça fait vraiment plaisir. Trop en révéler, ça aurait gâché le mystère, et ça aussi c'est un truc que fait Shining, il nous laisse dans le flou. Mais réduire Backroom à ces quelques problèmes, ça serait vraiment dommage vu tout ce qu'il a à offrir. Bref, ne résumons
résumez pas la qualité de Backroom à ça fait peur ou ça fait pas peur, et essayez d'aller plus loin pour vous laisser porter par sa véritable richesse. Et si cette vidéo vous a plu, peut-être que celle-ci sur Toy Story 5 vous plaira aussi. C'était Ludiv, je vous souhaite le meilleur, et à la prochaine.